Donc d'abord, merci à tous d'être présents. Pas mal d'inscrits pour ce webinaire qui va justement parler de tests utilisateurs, de comment faire des tests, comment les réussir surtout. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, c'est Xavier Collard, je suis le directeur de l'agence Altix. On détaillera très rapidement ce que fait Altix. Et on a la chance et la joie d'accueillir Maëlys. Bonjour à tous, moi je suis Maëlys et je suis donc UX designer au sein de l'entreprise Userlinx. Alors. Du coup, donc, pour ce webinaire, on a décidé de l'articuler autour de 4 points. Donc, on va d'abord s'introduire, comme l'a dit Xavier, très rapidement, voilà, vous présenter un peu ce que font nos entreprises respectives, mais vraiment de façon très rapide. Ensuite, on verra donc quoi, quand et comment tester. Ensuite, comment marchent et comment fonctionnent les tests. Et enfin, on aura donc une toute petite conclusion avec un petit temps pour vos questions et pour qu'on puisse y répondre. N'hésitez pas pendant le webinaire à poster vos questions ou vos remarques. L'idée, c'est aussi qu'on puisse interagir avec vous en direct. Alors, très rapidement, Altix, c'est une agence UX qui existe depuis un peu plus de 15 ans. On répond aux problématiques digitales, alors principalement des grands comptes, mais également des PME ou des startups. Et vraiment, notre cœur de métier, c'est de travailler dans une démarche centrée sur l'utilisateur, donc vraiment autour des études et des tests, pour optimiser, on va dire, l'expérience utilisateur, principalement en e-commerce, mais ce n'est pas forcément que ça. Et in fine, travailler, c'est optimiser le taux de conversion. En ce qui concerne du coup Userlinx, donc nous on est plutôt une plateforme, un outil de test à distance, donc sans modérateur. Cet outil en fait enregistre l'écran de vos utilisateurs. Comme ça nous permet donc d'avoir les retours donc avec la voix de l'utilisateur, et puis on peut également voir donc son écran en même temps pour voir la façon dont il navigue. On peut également récupérer du texte ou de la notation avec notre outil. Voilà, si jamais nos clients ont besoin de plus, on les accompagne aussi au niveau de la méthodologie UX. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, les tests utilisateurs. Du coup, donc pour les tests utilisateurs, on peut tester énormément de choses. Déjà, tout ce qui a un lien, donc ça peut être du site internet, maquette, prototype, ça peut être de l'intranet, ça peut être une vidéo, ça peut être également tout ce qui est publicitaire, communication. Voilà, on peut vraiment tester énormément de choses avec les tests utilisateurs. Alors, on a repris aussi de manière synthétique les périodes où on peut réaliser des tests. Alors, on est principalement là sur des interfaces digitales, sur des applications ou des sites mobiles ou desktop, ou les deux, bien sûr. Alors, il y a toute la phase, on va dire, de conception, où l'idée, c'est, avant de lancer un produit, la moindre des choses, c'est quand même de le tester pour voir si ça répond aux attentes. Donc, l'objectif, lors d'une conception d'interface digitale, c'est de tester les maquettes pour savoir si ça, encore une fois, si ce qu'on va mettre en ligne, ça répond aux attentes. Donc, il vaut mieux le tester avant le lancement pour éviter les mauvaises surprises ou les déceptions de la part des utilisateurs. Il faut également penser à tester. Alors, l'UX Writing, c'est tout ce qui est les contenus, les visuels, les textes, bien sûr, et tout le ton qu'on va apporter à notre expérience. Et puis, une chose importante, c'est aussi de tester la concurrence, une sorte de benchmark fait par vos utilisateurs pour voir ce qu'ils apprécient ou ce qu'ils aiment moins, pour voir comment on peut se positionner et comment peut-être on peut prendre exemple des bonnes pratiques ou prendre un coup d'avance sur certaines choses où les autres sont peut-être un petit peu moins bons. Et puis, toute cette partie de test sur maquette, sur nos maquettes, ça va permettre aussi de trier. Et donc, au démarrage, on ne veut pas forcément tout développer comme on voudrait. Donc, c'est de ne pas développer des fonctionnalités qui sont inutiles. Et donc, du coup, de ne pas avoir un budget dev qui ne soit pas forcément très efficace. Et puis, ça permet aussi de hiérarchiser entre ce qu'on va faire de la V1 et puis ce qu'on apportera par la suite en V2, V3, etc. Une fois que le site est en ligne, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'optimisation continue et de toujours continuer de tester son site qui est en ligne pour voir là aussi ses forces et ses faiblesses, d'identifier des grains de sable et ensuite de pouvoir tester des maquettes qui, selon nous, apporteraient une correction
ces pain points qu'on aurait identifiés. Et une fois qu'on a validé ces optimisations en maquette, à ce moment-là, on peut les passer au dev qui, là aussi, ne feront pas du dev inutile. Là aussi, on peut toujours continuer à tester la concurrence parce que leurs sites aussi vont évoluer et donc de voir comment on se positionne par rapport aux autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir une approche itérative pour ne pas faire un test tous les 5 ans. Encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Mais l'idée, c'est d'optimiser en continu à l'aide de co-création avec ses utilisateurs. Et puis, arrive le temps par la suite de plus grosses modifications et donc de refonte. Là aussi, on reprend un petit peu les objectifs de la conception. Donc, on teste son site actuel pour voir les forces et les faiblesses. Ce qu'il faut garder, parce qu'encore une fois, on a des utilisateurs qui apprécient sûrement votre site actuel. Donc, il ne faut pas les perdre. Donc, il faut voir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment un petit peu moins. Faire des maquettes, les tester. Là aussi, pour voir si ça répond à leurs attentes et pour voir si ça va permettre aussi d'aller chercher peut-être une nouvelle cible. Alors, des fois, c'est pour rajeunir. Des fois, c'est pour aller chercher des prospects un peu particuliers, etc. Donc, on va voir si ces maquettes-là répondent à ces attentes. Et puis, là encore, on continue de tester la concurrence pour voir là aussi comment on se positionne dessus. Et on revient ensuite, par la suite, sur l'optimisation continue et de manière itérative. On verra que selon les moments, il y a différents types de tests qui existent et qui permettent justement de tester de manière un peu plus régulière que ce qui est souvent fait. Afin de réussir vos tests utilisateurs au mieux, on vous propose donc un étapier avec donc du coup en commencement un kick-off. Donc on rentrera dans les détails de chaque étape un peu plus tard. Donc un kick-off, ensuite la rédaction du scénario qu'on appelle donc le protocole de test, le recrutement de votre cible. Après, donc, il y a un paramétrage du protocole et un pré-test. La passation des tests, hein, forcément, au bout d'un moment, il faut tester. Et enfin, le livrable. Alors, comme je disais, il y a différents types de tests. Il faut choisir selon les objectifs, selon les contraintes qu'on peut avoir. Alors, pour tout ce qui est test avec modérateur, il y a, on va dire, le plus simple et le plus rapide, c'est le guérilla test. Donc, en 2 mots, et on rentrera un peu plus dans le détail sur comment ça fonctionne, mais guérilla test, globalement, c'est je vais à la rencontre de mes utilisateurs. Donc, je vais, par exemple, dans un lieu public, je vais à la gare. Si ma cible, on va dire, c'est le grand public, si ma cible est un peu plus B2B, je peux aller peut-être à un salon où ma cible, un salon professionnel où ma cible ira. Et je vais à leur rencontre en disant, je vois des personnes qui attendent quelque part, je vous paye un petit café, je vous donne un petit croissant ou quoi que ce soit, et en échange, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes pour me dire ce que vous pensez de ces maquettes ou de ce site, de cette application. Donc, c'est vraiment la méthode la plus rapide. C'est celle du coup qui est aussi qui demande le moins de budget, mis à part se déplacer. Il n'y a pas énormément de choses. Et ça permet d'avoir des premiers éléments assez rapides, puisqu'on est vraiment sur des tests plutôt rapides quand même. Donc, ça permet d'avoir des premiers éléments de perception, compréhension au niveau global, etc. Si on veut aller plus loin, il y a les tests en présentiel avec modérateur. Donc, les tests en présentiel, c'est donc un ou une UX designer qui recrute des personnes. On a vu tout à l'heure, qui prépare un protocole, qui fait des tests un peu plus longs, etc. Donc là, il faut prendre un peu plus de temps de préparation entre le protocole, le recrutement, etc. Et donc plus de temps d'analyse, puisqu'on va aller aussi beaucoup plus loin, puisqu'on va interagir avec les personnes, qu'on va creuser beaucoup plus ce qu'elles nous disent, etc. Donc il faudra plus de temps d'analyse également. Ça demande un budget un peu plus important, puisque du coup, comme je vous disais, il y a un recrutement spécifique à réaliser et que ça prend plus de temps également. Mais par contre, en termes de retour d'insight qu'on va aller, c'est très, très riche dans les éléments qu'on va pouvoir récupérer. Si on veut aller encore plus loin, on va dire la Rolls, c'est l'eye tracking. Donc, c'est la même méthodologie qu'en présentiel, puisque l'eye tracking se fait encore pour l'instant en présentiel. Peut-être que dans les prochaines années, ça sera différent. Mais là, donc, ça prend un peu plus de temps. Alors, un peu plus de temps, pourquoi? Parce que, alors, si on veut être vraiment très précis, il y a un petit peu de temps de paramétrage. Et puis surtout, il y a un petit peu plus de temps d'analyse, parce que là, on va analyser la data que les eye trackers vont ressortir. Et puis, un tout petit peu plus de budget, parce que du coup, il y a un outil, un eye tracker qui représente un petit peu plus de sous. Mais du coup, on va plus loin, encore une fois, puisque là, on va avoir des éléments très scientifiques de ce qui a été vu, ce qui n'a pas été vu, etc. Donc, des éléments très, très tangibles sur l'ergonomie. Et puis enfin, sur les tests avec modérateur, il y a les tests à distance.
Donc là, on est toujours avec un modérateur, donc un ou une UX designer, qui va échanger par écran interposé. Donc ça peut être sur desktop ou sur mobile ou sur tablette. On est à peu près sur le même timing qu'une étude en présentiel. Le même budget, on est vraiment très proche. Et si on veut être là aussi très pointilleux, on va dire c'est peut-être un tout petit peu moins riche qu'en présentiel, mais c'est vraiment très très peu, hein. On est presque, on va dire, à égalité. Mais si on veut aller chercher la petite bête, on serait un tout petit peu moins riche parce qu'on n'est pas à côté de la personne, on n'interagit pas exactement de la même manière, on ne voit pas exactement la personne de la même manière. Voilà. Donc certaines peut-être gestes, enfin, des communications non verbales qui seraient peut-être pas vues, etc. Donc voilà, sur ces choses-là, mais on est très proche du présentiel. Pour les tests, du coup, sans modérateur, donc on peut voir que c'est des tests qui prennent pas trop de temps, qui sont accessibles et abordables au niveau du prix et qui ramènent quand même pas mal d'insights. En ce qui concerne donc, le test sans modérateur Kali, donc là, on va plus être voilà, dans des questions, on va essayer de chercher un peu plus loin. Tandis qu'avec le Quanti, ça va plus être, voilà, on montre une image, on montre des choses en fait euh, au testeur et il va devoir répondre avec des notations ou des verbatims écrites. Et ce qui est avantageux donc, avec le Quanti, c'est qu'on peut le faire avec un très grand nombre de testeurs. Alors, on va rentrer dans le détail quand même de chaque type de test. Le guérilla test, comme je disais, c'est des durées de test assez rapides. Alors, j'ai mis entre 2 et 15 minutes, il n'y a pas de règle absolue, mais globalement, on va aller voir des personnes qui sont en train de faire autre chose. Donc, du coup, alors certains auront peut-être plus de temps, mais il ne faut pas prévoir à la base quelque chose qui peut durer très longtemps. Donc, il faut être très rapide, très efficace dans ce qu'on veut et bien définir ses objectifs pour aller à l'essentiel. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est à côté de la personne. Et que du coup, on peut lui montrer son téléphone, sa tablette, son ordinateur. Donc, ils peuvent tester plusieurs devices. Au niveau de la zone géographique, ça dépend du temps et de vous, où vous voulez aller. Donc, vous pouvez vous déplacer, on va dire, de partout. En général, c'est quand même très souvent fait sur une ville, voire 2 villes. On fait une demi-journée ou une journée quelque part. Mais en tout, on va dire qu'on est sur une étude qui peut être assez rapide, globalement 3-4 jours. Alors, encore une fois, c'est une moyenne, hein, mais c'est le temps de préparer ses objectifs de son étude, de préparer une petite grille de qu'est-ce qu'on va faire aux utilisateurs, comment on va noter les choses, etc. De faire bien sûr la passation des tests, et puis ensuite un tout petit peu d'analyse, mais l'analyse va être assez rapide puisque c'est des tests assez courts. Sur les outils, alors le plus simple, c'est surtout s'aider sur la prise de notes et de garder des traces. On n'a pas le temps de prendre le temps de bien noter, etc. On ne peut pas être 10 à prendre des notes autour d'une personne. Donc l'idée, c'est tout ce qui est dictaphone, voire caméra dans certains cas, ou tout au moins tout ce qui est enregistrement audio de ce que va dire la personne, des écrans et de la webcam. Donc là, il y a des outils aussi qui permettent d'enregistrer sur son ordinateur, sur son téléphone, l'écran et l'audio. L'avantage du Guerilla Test, c'est que du coup, c'est très facile à mettre en place, très rapide, et ça permet de voir beaucoup de personnes en très peu de temps. Donc ça, c'est top quand on veut tester un petit élément, quelle que soit l'étape, hein, en conception, refonte, optimisation. Je veux tester quelque chose, je veux voir quelques utilisateurs et j'ai leurs éléments. Le point un petit peu plus négatif, c'est que forcément, dans des conditions un peu particulières, puisque ils sont comme je disais, à l'aéroport, à la gare, dans un salon ou autre. On est sur des tests qui doivent rester courts, comme je disais tout à l'heure, et surtout, on n'a pas trop la main sur le recrutement. C'est-à-dire que même si on essaye d'aller cibler des personnes, il faut un petit peu faire avec ceux qui sont sous la main et qui sont disponibles, etc. Donc, si on veut vraiment des critères spécifiques, c'est pas top, mais encore une fois, c'est mieux que de ne pas du tout de ne faire aucun test. Le test en présentiel avec modérateur, donc là, on est sur des tests plus longs. En général, alors j'ai mis entre 30 et 60 minutes. En général, on est souvent entre 45 minutes et 1 heure. Alors, on peut faire plus, mais du coup, l'utilisateur, c'est quand même un peu plus compliqué de le garder sous la main. On peut faire moins, mais je trouve que c'est dommage, une fois qu'on a recruté des utilisateurs, de ne pas en profiter pour leur poser pas mal de questions. Et puis 30 à 60 minutes, ça passe quand même assez vite en général. Ils sont à côté de nous, donc on peut là aussi leur faire tester très rapidement l'ordinateur, le téléphone, la tablette ou autre. On peut faire plusieurs villes pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc en général, on fait 2 villes, ça prend 2 jours. Et ça permet de voir un petit peu peut-être certaines différences. On est sur des plannings d'à peu près, pour l'info, on est sur une moyenne de 4 semaines. Ce que disait Maëlys, entre le kick-off, le recrutement et le protocole, pour faire simple, on va être sur à peu près 2 semaines. La passation sur 2-3 jours.
Et puis ensuite, l'analyse sur peut-être une semaine à 10 jours pour analyser et synthétiser tout ça. Là aussi, les outils, comme tout à l'heure, hein, l'idée, c'est de se faciliter la prise de notes. On est à côté d'eux, donc il faut bien sûr son device, mais après, de pouvoir enregistrer tous les éléments. Le plus, nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller faire ça dans des labos de tests et donc d'assister derrière la glace sans teint et pour voir de près et entendre en live ce qui se dit. C'est quand même assez fort. L'idée aussi, c'est de faire ça avec toute l'équipe projet pour vraiment leur inculquer cette politique, stratégie de user-centric. Mais bien sûr, il peut y avoir la possibilité de réaliser ça, de faire du streaming supplémentaire pour ceux qui ne pourraient pas forcément se déplacer. Les moins, il n'y en a pas beaucoup, mais on en a quand même ressorti un qui fait que l'utilisateur doit quand même venir se déplacer. Donc, ça peut être une petite difficulté parfois dans le recrutement. Il y a certaines personnes qu'on voudrait qui participent au test, mais c'est un peu compliqué pour eux de dégager une heure, de se déplacer, etc. Voilà, on va dire que c'est le point dessus, mais honnêtement, c'est quand même la méthodo quand même qu'on trouve très, 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 très riche. Et puis encore, si on va aller encore plus loin, l'eye tracking. Donc, on est vraiment sur la même méthodologie. Donc, sur pareil, des tests 30-60 minutes. Encore une fois, plutôt 45 minutes, 1 heure. Là, la reco, c'est plutôt de tester un seul device, puisqu'il y a toujours un petit calibrage à réaliser. Et pour ne pas perdre trop de temps, on est plutôt sur, en général, alors même si parfois on en fait tester 2 devices, on en fait un avec l'eye tracking et l'autre un peu plus rapide sans eye tracking. Ça évite de perdre du temps et voilà, ça permet d'être un peu plus efficace. Zone géographique, pareil, on peut se déplacer assez facilement. Une à 3 villes si on veut 1, 2 ou 3 jours ou plus. Et là, le planning, j'ai rajouté une semaine. On est sur 5 semaines parce que, comme je vous disais, c'est le temps d'analyse qu'on va aller vraiment creuser sur qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qui n'a pas été vu, dans quelle ordre les choses sont vues, combien de temps chaque élément a été regardé, etc. Et là, donc, mêmes outils que sur de la passation avec modérateur. J'ai rajouté Toby. Toby, c'est le numéro 1 de l'eye tracking. Voilà, c'est une valeur sûre. Il y a d'autres solutions, que ce soit de l'eye tracking, bien sûr, mobile, desktop, où il peut y avoir les lunettes. Alors, les lunettes, c'est un petit peu particulier également, parce que c'est moins fait pour les interfaces digitales, en tout cas les petites. Parce que là aussi, en termes d'analyse, sinon, c'est encore plus long, plus complexe à gérer. Et puis, c'est un petit peu moins précis également. Le plus, c'est qu'on peut toujours aider à la glace sans teint, mais surtout, ça vient apporter justement cette information scientifique sur l'ergonomie, qu'est-ce qui a été vu, comme je disais, qu'est-ce qui n'a pas été vu, etc. Donc, de se dire, là, cet élément-là est présent sur la page, mais en fait, il n'a pas été vu ou il a été vu trop tard. Et du coup, il faut soit le mettre un peu plus en avant, soit le mettre ailleurs, mais il faut faire quelque chose parce que du coup, on pensait que c'était bon parce qu'on l'avait mis sur la page, mais en fait, c'est pas vu. Et le moins, c'est le coût du matériel qui forcément est encore assez coûteux. Et puis, donc, il y a une autre solution qui est du test à distance, toujours avec modérateur. Donc, on garde l'avantage, encore une fois, du modérateur, c'est qu'on va pouvoir interagir avec le testeur. C'est qu'on va pouvoir, là, en écran interposé, partager. Alors, ça peut être, encore une fois, sur mobile ou sur desktop. Alors là, l'idée, c'est plutôt de faire un seul device, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut se déconnecter. Je fais le test sur mobile, je déconnecte ma session, je me connecte sur l'ordinateur. Voilà, c'est un petit peu plus lourd. Donc, en général, on fait un seul device par testeur. Il n'y a pas aucune limite géographique, donc ça peut être toute France, voire le monde entier. Donc ça, c'est quand même l'avantage. Et du coup, c'est plus économique aussi dessus. Et comme je disais, ça permet de recruter plus facilement aussi certaines personnes. Et on est sur un planning là aussi d'à peu près 4 semaines, comme du test en présentiel. Et là, on peut utiliser tout type d'outils. Alors ça peut être du type vraiment mode visio, en Zoom, en Google Meet ou autre. Donc on partage l'écran et on échange à l'audio. Donc on peut vraiment interagir. Personne fait quelque chose. Je veux comprendre un peu plus pourquoi elle a fait ça, j'interagis avec elle, etc. Ou elle m'explique quelque chose, je vais lui demander de me préciser pourquoi elle a fait ça, etc. etc. Et puis, il y a des outils également, comme Lookback, qui sont faits aussi pour ce type de test, sur lequel on peut inviter des observateurs qui ne sont donc pas vus par le testeur, donc ça ne met pas une pression de se dire, tiens, j'ai 30 personnes autour de moi qui m'écoutent, ça enregistre tout, c'est vraiment fait pour faire du test à distance avec modérateur. Donc, le plus, c'est que tous les tests sont enregistrés, donc on peut revoir ensuite tous les éléments. On peut donc faire observer par les différents membres de l'équipe. Et puis, l'avantage, donc pas de limite géographique dessus. Donc, pour le recrutement, c'est hyper pratique. Le moins sur lequel il faut faire très attention, c'est tout ce qui est problème technique. C'est-à-dire que parfois, alors je prends l'exemple de Lookback, même si c'est très simple, si c'est sur téléphone, il y a une petite application à installer. Il faut faire des autorisations
comme la visio, hein, autoriser mon micro, autoriser l'audio, etc. Certaines personnes ne sont pas forcément hyper à l'aise, même s'il y en a quand même de plus en plus, mais certaines personnes ne sont pas hyper à l'aise. Et donc, il faut les accompagner avant le test. Le mieux, c'est ça, c'est avant le test, faire un petit pré-test pour être sûr que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de problème technique, pour que quand on fait le test, on ne perde pas 15-20 minutes avec l'utilisateur à tout installer. Donc pour les tests qualitatifs sans modérateur, on préconise une durée de 5 à 30 minutes. Effectivement, comme il n'y a pas de modérateur, c'est assez difficile de faire garder la pêche aux testeurs et du coup de faire en sorte qu'ils ne soient pas fatigués à la fin ou voilà, qu'ils puissent continuer à répondre sans être vraiment un peu blasés par le test. On conseille également un device par testeur. Donc, comme on ne connaît pas forcément les appétences de nos testeurs, il vaut mieux les laisser soit essayer faire le test sur ordinateur ou sur mobile ou tablette et éviter de leur faire basculer voilà, pour toute raison technique. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite au niveau de la zone géographique. On peut faire tester tout autant n'importe où en France que n'importe où dans le monde. Au niveau du planning, on est à peu près sur 2 semaines parce que le paramétrage est assez rapide. Donc, ce qui prend vraiment du temps, c'est l'écriture du protocole et la réception des tests. Et Ouais, après, donc, et puis, si je peux me permettre, sur la oui, passation, l'avantage aussi, c'est que du coup, les testeurs peuvent faire les tests, ils peuvent être 50 à faire les tests en même temps. Il n'y a pas de modérateur qui doit les attendre à chaque fois. Et puis, ils peuvent faire ça le soir, la nuit, le week-end, etc. Donc, ça va assez vite là-dessus. exactement. Et du coup, et après, il y a donc récupérer la donnée et faire le livrable. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est assez rapide comme processus. Dans les outils, donc, on a cité donc Userlynx. Il y a également Testapic et Maze qui peuvent faire du test à distance qualitatif sans modérateur. Pour les avantages, donc, comme je l'ai dit, c'est un moyen assez rapide, simple à mettre en place, à paramétrer. Ça se fait en plus avec le matériel de l'utilisateur. Donc là, il y a un côté coût qui n'est pas négligeable. Pareil, donc c'est pas très cher comme méthode et c'est un test qui est ancré dans la réalité du testeur au sens où, en fait, imaginons on travaille pour un service de transport en commun, on peut essayer de voir avec les testeurs pour que, par exemple, je ne sais pas, ils fassent le test en gare ou à l'arrêt de bus, enfin, voilà, dans des conditions réelles. Et les moins, c'est le fait qu'on ne puisse pas rebondir donc, du coup, sur ce que dit l'utilisateur, parce que du coup, il n'y a pas de modérateur. On ne peut pas donc, essayer de revenir sur un point intéressant qu'il n'aurait pas assez développé, ou encore donc, la flexibilité. Si par exemple notre testeur digresse, c'est assez compliqué de pouvoir le remettre dans le droit de chemin, puisque du coup, il n'y a pas de modérateur. Pour les tests quantitatifs, quant à eux, donc, je vais aller assez rapidement parce que c'est à peu près la même chose. On a juste rajouté un outil qui est Google Forms. C'est un moyen de faire des tests vraiment pas chers où on pourrait imaginer donc montrer une image à un testeur et ensuite voilà, lui poser des questions vis-à-vis de ces images via donc, du coup, Google Forms. Pareil pour les avantages, donc comme je disais, rapide et simple à mettre en place. Ça permet d'avoir un retour très conséquent d'utilisateurs, puisque du coup, on peut imaginer envoyer le test à 100, 200 personnes. Enfin voilà, on peut l'envoyer à des quantités énormes. C'est pareil, donc pas très cher comme solution. C'est un test qui est ancré pareil dans la réalité. Comme je disais tout à l'heure, on peut très bien demander à nos testeurs de le faire dans des conditions réelles. Et donc, dans les moins, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas vraiment de possibilité de faire rebondir le testeur sur ce qu'il dit, notamment, par exemple, si on veut avoir la justification d'une note, positive ou négative, et que le testeur n'a pas expliqué le pourquoi de sa note, il est compliqué du coup de revenir dessus. Alors, on va maintenant regarder un petit peu étape par étape et voir comment construire nos tests avec les bonnes pratiques ou les erreurs à éviter. Une des étapes
très importante, c'est le kick-off. C'est-à-dire, c'est l'atelier de lancement avant de réaliser un test. C'est vraiment, vraiment de définir qu'est-ce qu'on veut mettre dans son test, qu'est-ce qu'on veut tester, quel est l'objectif du test. Alors, bien sûr, on va aussi dire sur qui on veut tester, quelle est la cible de ce test, quel type de device on veut tester. Donc, c'est vraiment là aussi d'échanger, de challenger qu'est-ce qu'on va faire et surtout pourquoi on veut faire ça comme ça. Ça va vraiment permettre ensuite d'établir bien sûr le recrutement, mais aussi le protocole de test et de savoir aussi sur quel axe on va réaliser le livrable. Ce qui est important pour bien définir l'objectif du test, c'est de ne pas vouloir forcément mettre trop de choses. Un des soucis, c'est qu'on ne fait pas forcément beaucoup de tests. Donc, quand on en fait un, on veut tout tester. Alors, bien sûr, on va avoir beaucoup de choses, mais au risque de ne pas creuser suffisamment chaque élément. Donc, il vaut vraiment définir qu'est-ce qu'est l'objectif principal, à la limite les secondaires, quand on a plus de temps, etc. Mais on ne peut pas tout faire sur un test d'une heure ou de 20 minutes sans modérateur, etc. Donc, il faut vraiment déterminer qu'est-ce qui est l'objectif principal. On a mis un petit quelque chose parce que souvent, nous, c'est ce qu'on voit avec nos clients qui sont pour beaucoup en Île-de-France. Il ne faut pas forcément tester qu'à côté de chez soi. Il ne faut pas forcément tester qu'à Paris. Parce que dans certains cas, on le voit dans certaines études, il peut y avoir des petites différences d'attente, de comportement entre certaines zones géographiques. Alors, bien sûr, entre Paris et la province, mais aussi parfois entre les grandes villes et les plus petites villes. Donc, il faut aussi ouvrir un petit peu. Alors, c'est sûr que c'est pratique pour revenir derrière Glace-Santin quand c'est pas très loin. Mais l'idée, voilà, c'est d'ouvrir pour au moins constater s'il y a une différence ou non dans mes différentes cibles géographiques. Parfois, encore une fois, il n'y a pas de différence. Donc, à ce moment-là, bon, pour les prochains, c'est un petit peu différent. Mais on l'a vu pour tout ce qui est sur l'automobile, sur tout ce qui est les courses alimentaires. Voilà, c'est pas, les Parisiens n'ont pas forcément la même habitude d'achat qu'en province. Donc, il y a des petites choses voilà, comme ça qu'ils peuvent avoir. Il vaut mieux élargir ces zones géographiques. Et puis surtout, une chose importante du kick-off, c'est qu'il faut impliquer toutes les équipes au maximum, voire même au maximum l'entreprise, pour aussi communiquer en interne sur cette approche user-centrique. Et c'est un vrai axe de communication. Les gens en interne sont très fiers et très surpris de participer à ce genre d'études et de voir leurs propres utilisateurs qu'ils ont rarement l'occasion de rencontrer, surtout quand ils sont au siège ou quand c'est que des pure players. Donc, ça a une vraie force dessus. Dessus. Donc, au moins, ça les intègre dedans. Ils peuvent dire aussi leurs objectifs, ce qu'ils pensent, leurs hypothèses, etc. Et derrière, ça intègre tout le monde et tout le monde part dans la même direction. Pour les protocoles, donc il en existe plusieurs. Enfin, il y a plusieurs façons de tester. Notamment, donc, on a le test des 5 secondes qui est donc de montrer pendant quelques secondes un prototype, une image, un site internet et donc de voir et comprendre ce que retiennent les utilisateurs pendant ces quelques secondes. Après, on en a un peu parlé, mais on peut tester donc l'existant, voir un peu ses faiblesses, ses forces. On peut tester donc la conception d'une nouvelle expérience pour tout de suite avoir un gain de temps et d'argent et pouvoir faire tout de suite des modifications avant la mise en ligne. On a le comparatif, que ce soit donc avec deux versions d'une même application ou alors avec la concurrence. Et évidemment, comme le disait Xavier, lors du kick-off, en fonction des objectifs et des besoins, en tant qu'expert UX, en fait, on est là pour vous accompagner et vous proposer la méthodologie la plus adaptée à avoir lors de votre protocole. Pour les conseils, donc, on peut différencier un peu les protocoles en fonction de s'il y a un modérateur ou pas de modérateur. Dans tous les cas, donc avec le modérateur, ce qui est super important, c'est de faire prétester, ce qu'il y a très peu de personnes qui prétestent en fait leur protocole. Donc prétester le protocole et le matériel avant les tests pour vérifier la longueur, la compréhensibilité, la logique, mais aussi également pour éviter toute fausse surprise ou tout problème technique lors des tests. Sans modérateur, évidemment, ce qu'il faut,
c'est être le plus précis, le plus clair possible et ne pas être trop long pour le testeur pour que ce soit le plus fluide possible et qu'il ne s'enfuit pas lorsqu'il voit le test. Également, utiliser un vocabulaire simple. Il faut vraiment que la sémantique soit comprise par tous et prétester le protocole. Le mieux, c'est de ne pas le faire prétester par un de vos collègues, par un proche. Il faut essayer de le faire tester auprès de quelqu'un qui pourrait possiblement faire partie de votre cible, voilà, pour avoir un regard neutre, enfin le plus possible. C'est ce qui est le recommandé en tout cas. En tout cas, pour ce qui est des tests avec modérateur et sans modérateur, donc on fait attention à la formulation des questions et des tâches pour ne pas biaiser la réponse du testeur. Le but, c'est d'être, comme je disais, le plus neutre possible. On n'est pas là pour vérifier des théories qu'on pourrait forcément avoir de préjugés. On n'est pas nos testeurs, donc on n'est pas là, on n'est pas nos utilisateurs, donc on ne peut pas forcément tout le temps être en empathie et se mettre à leur place. On peut avoir de très bonnes surprises avec les tests utilisateurs. Une consigne, c'est une action, pas plus. On ne veut pas perdre le testeur et on ne veut pas complexifier non plus le test. Et également, bon, il faut bien préparer sa grille de notation pour faciliter la prise de notes et l'analyse à la fin pour le livrable. Une des étapes très importantes, c'est le recrutement. Alors bien sûr, on a vu que sur le guérilla test, il n'y a pas de recrutement très spécifique. Mais sur tous les autres types de tests, le recrutement est important. Donc, on a vu que lors du kick-off, il faut déterminer avec qui on veut faire le test. Donc, l'idée, c'est de déterminer justement les différents critères qui nous intéressent. Est-ce que c'est des critères de genre, de comportement spécifique? Est-ce que c'est des zones géographiques? Est-ce qu'on veut faire des clients, des prospects, un mix des deux? Est-ce qu'on veut des personnes qui ont quelque chose en particulier? Alors, parfois, est-ce qu'on veut quelqu'un qui a été chez le garagiste il y a moins de 6 mois? Est-ce qu'on veut des personnes qui ont le projet d'acheter une maison à tel budget? Donc, l'idée, c'est vraiment de déterminer les critères qui nous intéressent pour aller les chercher. Donc pour ça, ensuite, il y a des panélistes. Il y a peut-être aussi la possibilité de recruter dans vos fichiers, clients ou prospects. Voilà. Après, on voit comment on peut aller chercher ces prospects-là. Il faut juste ces personnes-là. Il faut juste faire attention, si vous utilisez votre fichier, à là aussi être le plus neutre possible. C'est-à-dire, n'allez pas chercher vos meilleurs clients ou ceux. Alors parfois, on nous dit c'est nos commerciaux qui vont faire le recrutement. Et puis forcément, par facilité, ils vont voir les clients qu'ils apprécient et donc avec qui ça se passe bien. Donc forcément, on n'est pas tout à fait aussi neutre que si on avait pioché au hasard. Donc il faut faire juste attention à tout ça. Encore une fois, c'est toujours mieux que de ne pas tester, mais il vaut mieux essayer de faire attention à tous ces points-là. Sur le nombre, alors ça c'est souvent une question qu'on nous pose, le nombre de testeurs, alors c'est très variable. Alors on a vu qu'il y avait du quali et éventuellement du quanti, mais tout ce qui est quali, on va dire que toutes les études démontrent que le minimum, c'est entre 4 à 6 utilisateurs par cible. C'est là où c'est important, parce que souvent on a tendance à multiplier les cibles. Encore une fois, on ne fait pas forcément toujours beaucoup de tests. Donc on se dit, on va faire un test, on va avoir le plus de personnes possible. Et du coup, on dilue, et ça veut dire qu'au final, on a 2 personnes de tel profil, 2 personnes, etc. Et c'est un peu compliqué aussi après d'en tirer des conclusions. Donc l'idéal, c'est 4 à 6 personnes minimum par cible pour du quali. Et pour du quanti, là aussi, l'idéal, c'est 100. Parfois, on fait un petit peu moins. Parfois, on fait plus. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir un certain nombre. Et là aussi, de voir par rapport au nombre de cibles qu'on veut identifier. On peut juste un tout petit peu jouer sur ce nombre-là quand les cibles sont assez poreuses, quand il y a assez peu de différence entre les cibles. Donc là, c'est là où il faut voir. Bien sûr, si c'est du B2C ou du B2B, les attentes, les besoins, les comportements vont être vraiment différents. On est sur des cibles totalement différentes. Parfois, on peut être un peu moins, on peut être un peu plus proche sur des comportements dans des cibles qui sont très peu différentes. Alors sur les conseils sur le recrutement, là c'est une étape importante. Donc il faut faire attention à qui, comme je disais, à qui on recrute. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher ceux qui correspondent à notre cible. Et là aussi, la facilité, c'est comme je disais, les amis, les proches, les collègues, les clients à qui on s'entend bien, etc., etc. C'est pas forcément significatif. Donc il faut vraiment aller chercher des vraies personnes de notre cible. Il faut quand même faire attention, du coup, si on passe par des panels. Aux testeurs professionnels, ça existe.
Donc là aussi, il faut creuser un petit peu. Il y a des gens qui s'inscrivent de partout, qui répondent à tout de manière positive, etc. Donc il faut bien creuser. Nous, ce qu'on fait pour être très concret au niveau d'Altix, pour essayer de limiter, déjà, on ne donne pas d'argent. C'est-à-dire que c'est uniquement des chèques cadeaux. Ça, on élimine, je vous assure, certains qui nous appellent en disant on ne pourrait pas plutôt avoir un chèque, etc. Non. Donc, pas d'argent pour faire les tests. Et puis ensuite, on creuse beaucoup. C'est-à-dire qu'on pose des questions alors, de manière subtile, de certaines questions un petit peu pièges pour voir si la personne n'essaye pas un petit peu de nous avoir. On valide certaines personnes aussi beaucoup au téléphone. Et là aussi, alors déjà, il y a un critère qu'on a de temps en temps qui est forcément éliminatoire. C'est alors attendez, dites-moi, parce que j'ai répondu à plusieurs questionnaires. Alors vous, c'est pour quelle étude? Bon, déjà, on sait qu'ils en font un paquet. Donc voilà, certaines choses comme ça, il faut faire attention dessus. Et puis, il faut limiter. Alors, sauf si on veut un panel fixe de personnes pour tester des évolutions. Sinon, ce n'est pas de tester toujours avec les mêmes personnes pour aussi amener du sang frais dans ce panel de testeurs. Donc, bien vérifier les informations des testeurs pour que ça corresponde à la cible. Et puis aussi pour éviter les no-shows, c'est-à-dire d'éviter qu'on donne rendez-vous à un testeur et puis que personne se pointe, et ben de bien valider avec eux. Là aussi, ça peut être par téléphone, ensuite un mail de confirmation avec l'horaire, l'adresse éventuelle ou l'outil qu'on va utiliser pour le test à distance, un petit SMS quelques heures avant, alors 24 heures avant ou 2 heures avant, voilà, d'avoir un petit relance là-dessus. On peut utiliser des outils comme Calendly, où c'est eux qui choisissent leur créneau, et là, ils reçoivent de manière automatique aussi des mails ou SMS de relance pour ne pas oublier, puis ça les met aussi dans leur agenda, etc. Donc, voilà, tout un process comme ça pour éviter que les personnes recrutées ne viennent pas oublier ou autre. Et puis pour tout ce qui est test à distance, ce que je disais, c'est de les aider dès le recrutement à leur expliquer comment ça va fonctionner, à pré-tester avec eux et à les aider sur l'installation du matériel. Ça évite aussi que des personnes qu'on aurait recrutées n'arrivent pas à faire le test. Et puis la petite chose, c'est justement quand même de prévoir un petit incentive. Alors ça peut être très simple. Faites des études, parfois, il n'y a pas d'incentive sur justement des clients qui acceptent de participer à cette co-construction pour une marque. Mais c'est vrai qu'ils apprécient toujours une petite attention. Alors, ça peut être bien sûr des chèques cadeaux, ça peut être une petite remise, ça peut être parfois juste une petite boîte de chocolat, ça peut être des tests pour enfants. Alors, on avait fait pour les enfants, c'était repartir avec des petits bonbons, avec un petit diplôme du bon testeur de l'application. Enfin, voilà, des petites choses, des petites attentions qui seront appréciés par vos utilisateurs. Pour la passation des tests, donc ça peut paraître un peu être du bon sens ce qu'on a écrit et ce qu'on va vous partager, mais voilà, c'est l'essentiel en tout cas pour le bon déroulement d'un test et mettre à l'aise le participant. Donc on accueille les participants avec le sourire, on essaye dès le premier contact de les mettre vraiment à l'aise. Il y a également donc, la signature du formulaire de consentement et de confidentialité, donc très important par rapport au recueil de données qui vont être pris pendant l'étude. Ensuite, on va passer donc plus sur une introduction, présentation. Donc, on va mettre le testeur dans le contexte, pourquoi on l'a fait venir et ce qui va se passer pendant le test, comment ça va se dérouler. La réalisation donc, du coup du test, comme on l'a dit plusieurs fois, donc éviter de faire trop long pour éviter de perdre le testeur en cours de route. Et donc on finit sur des remerciements, donc avec, comme disait Xavier, une incentive qui fait toujours plaisir aux testeurs. Pour nos conseils, donc pour la passation, pour les tests avec modérateur, donc on conseille donc de ne pas faire le test seul, d'avoir toujours quelqu'un en binôme pour prendre des notes et qui peut donner un avis extérieur. Voilà, si jamais il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans le protocole, on peut faire quelques modifications. Par contre, attention, on ne modifie pas l'entièreté du protocole, on ne modifie pas de manière drastique le protocole lors des tests, enfin les jours J. Ça peut être des petites modifications comme des changements sémantiques si par exemple une question est mal comprise et mal posée au départ, mais on ne fait pas de changement drastique. Et en fait, le fait d'être en binôme, ça permet à la personne qui anime de pouvoir se concentrer sur son test. Également, on préconise de ne pas
enchaîner les tests, de se laisser du temps entre chaque test, donc pour réadapter, comme je le disais, ou alors pour éviter les débordements. Imaginons on tombe sur un testeur un peu plus bavard qu'un autre et qui dépasse sur son temps, au moins ça évite de chevaucher sur le rendez-vous d'un autre testeur. Puis également de pouvoir faire des pauses parce que ce sont des journées, souvent on passe plusieurs tests utilisateurs sur une même journée et c'est des journées qui sont assez énergivores. Également reformuler ce que dit l'utilisateur déjà pour s'assurer qu'on a bien compris ce que l'utilisateur veut dire et également pour qu'il développe parfois de reformuler, ça permet à ce qu'il développe et qu'il aille un peu plus loin dans son idée. Ne pas hésiter donc à le relancer si jamais voilà, il y a un doute ou qu'on veut justement qu'il aille plus loin dans ce qu'il veut dire. Bien laisser des blancs et ne pas mettre trop de rythme. En fait, c'est un peu comme un one-man show où, par exemple, l'humoriste va faire des blancs pour laisser monter le rire. Nous, on laisse des blancs pour laisser monter l'idéation voilà, chez le testeur et pour qu'il puisse avoir sa réflexion optimum. Et pour tous les tests, donc bien enregistrer les sessions pour pouvoir revenir dessus au moment du livrable s'il y a une prise de notes qui a cafouillé ou alors si on veut revenir vraiment sur un point, donc bien enregistrer les sessions. Mettre à l'aise les participants pour qu'ils se sentent libres de tout dire, c'est vraiment très, très important. On a aussi donc la méthode de la pensée à voix haute. Bien, par exemple, si on a un utilisateur qui doit tester une application mobile, bien lui faire dire à voix haute ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il aime, ce qu'il ressent à l'instant T pendant qu'il navigue sur l'application ou tout simplement à la découverte. C'est hyper important de voir tout ça ainsi que le non-verbal. Ouais, ce qui est important justement sur ces éléments-là, si un utilisateur reste longtemps sur une page, est-ce que c'est parce que cette page l'intéresse ou est-ce que c'est parce qu'il ne cherche quelque chose ou est-ce que c'est parce qu'il ne comprend pas quelque chose? Donc c'est pour ça que l'idée, c'est qu'il s'exprime sur ce qu'il fait au fur et à mesure. Puis ensuite, vient le moment de l'analyse et du livrable. Là, il y a plusieurs possibilités possibles. Alors, bien sûr, ça va dépendre des tests, des objectifs des tests, etc. Mais bien sûr que on a dit, hein, l'idée, c'est de tout enregistrer. Donc, on peut très bien juste utiliser les vidéos derrière ou l'audio pour montrer ça aux différents membres de l'équipe. On peut en faire un petit montage sur uniquement les points les plus importants, positifs ou négatifs. On peut retranscrire toutes ces vidéos en texte pour les partager également. Et puis, il y a tout ce qui est un petit peu chiffres. Alors, différentes notes qu'ils auraient pu donner, que ce soit du quali ou du quanti, hein. Les tâches, combien ont réussi, combien ont échoué, combien de temps. Alors, on ne mesure pas toujours le temps des tâches, mais parfois, ça peut avoir du sens. Combien de temps ils mettent pour rechercher un produit si on fait un test AB? Est-ce qu'il y a une version qui est plus rapide que d'autres? Est-ce qu'il y a une version qui fait plus d'échecs que d'autres? Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est issu du quanti, où là, on va voir tout ce qui est échelle, notes, enfin voilà, tout ce qui est lié au quanti. Et puis, par rapport à ça, on va aller graduer les problèmes qu'on a identifiés, analyser les verbatims et puis les répartir entre tout ce qui est positif, négatif, neutre ou mitigé, identifier les différents types d'erreurs, et puis donc ressortir justement les points positifs, les points de blocage et les axes d'optimisation et comment on peut corriger, donc faire des recommandations ensuite et puis trancher ensuite par la suite avec éventuellement les devs, avec d'autres membres de l'équipe sur comment on hiérarchise ces éléments-là entre les choses qui sont faciles à mettre en place, d'autres qui sont un peu moins faciles, quels sont les points qui sont plus bloquants et ceux qui sont plus mineurs. Donc derrière, on va pouvoir retravailler éventuellement des maquettes qui seront aussi peut-être à tester. On va pouvoir aussi enrichir nos personas ou tout ce qui est lié aux études quali. Et puis, on peut aussi ressortir de ces tests des propositions de tests AB à mettre en ligne avec AB Testing, Google Optimize, etc., qui vont permettre de mettre en place des tests AB pour être dans une optique d'optimisation continue. Donc, pour un livrable sans fausse note, il ne faut pas oublier que pour tout ce qui est études quali, on ne peut pas en ressortir des statistiques. Donc, si 6 utilisateurs sur 12 ont dit quelque chose, ce n'est pas 50% de votre cible. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y en a 6. On peut dire qu'il y a une majorité de personnes qui ont dit ça. Mais voilà, il ne faut pas en sortir des statistiques, mais plutôt des tendances de ce qui a été dit. Et parfois, il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont dit quelque chose, mais ça semble assez bloquant pour eux. Et il ne faut pas se dire c'est qu'une ou deux personnes. Parce que c'est une ou deux personnes, soit on veut être sûr
Et à ce moment-là, on peut tenter un test quanti ou tenter un test AB en ligne. Mais en tout cas, il faut tenir compte de tout ce qui a été dit. Il ne faut pas commencer le livrable avant les tests ou pendant les tests. Il faut bien, parce que là, du coup, on pourrait être un petit peu biaisé aussi. Donc, il faut bien attendre de tout voir pour en tirer, en tirer des conclusions et faire le livrable. Il faut être le plus neutre possible. Donc, il faut vraiment écouter, que ça fasse plaisir ou non. Parfois, on a des excuses. Oui, mais ça, on peut pas pour X raisons, etc. Ok, mais il l'a dit, donc pour lui, c'est important, quoi. Et puis, il faut pas retenir que ce qu'on a envie de retenir. On a parfois des clients qui ont entendu une phrase sur 20 tests et qui vont retenir que ça parce que c'est un petit peu leur cheval de bataille qu'ils ont en interne, etc. Donc, ok, ça a été dit, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été dites, quoi. Donc, il faut vraiment tout écouter, tout entendre. Et puis, il faut parfois, ça a vraiment du sens aussi observer et retranscrire le langage non verbal. Puisque parfois, il y a des choses qui ne sont pas forcément dites par les utilisateurs, mais parce que je me rapproche un petit peu plus de l'écran, je m'éloigne, je fais un petit peu la surprise, etc. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui vont nous permettre de regarder d'un peu plus près certaines étapes du test. Et puis, pour conclure aussi sur cette partie-là, on a voulu aussi parler de l'atomic research. Alors ça, c'est pour ceux qui vont réaliser quand même plusieurs études. L'idée, c'est d'avoir une trame qu'on va garder, on va garder trace de ce qu'on fait. Et surtout, s'il y a plusieurs équipes, plusieurs personnes qui travaillent sur un même projet, l'idée, c'est d'assurer une transversalité sur ces études-là. Donc, sur chaque test, chaque étude, on va partager avec tout le monde un document qui va reprendre les hypothèses, les types de tests qu'on a réalisés, les faits. Donc, les faits, c'est qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait ou non. Les différents insights, donc en fait, l'analyse qu'on va tirer de tout ça, et donc les conclusions avec les recommandations et les actions qu'on va mettre en place. Et tout ça, c'est un document qui va vivre et qui va permettre, alors il y a différents outils, ça peut être, la base, ça peut être Excel, alors c'est pas forcément le plus collaboratif, mais ça peut déjà être une base. Puis il y a des outils comme Airtable, pourquoi pas Notion, etc. Enfin là, on a listé ça, Coda, etc. Ça va permettre vraiment de garder une trace et un historique des différents tests, de partager ça avec l'ensemble des équipes, et si des personnes arrivent 3 mois plus tard, elle va pouvoir voir ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et puis, donc, ça va permettre d'optimiser les recherches. Ça va permettre d'éviter peut-être de tester 2 fois de suite la même chose par deux équipes différentes. Voilà, ça va permettre d'enrichir aussi ce qu'on a appris avant pour construire les tests de demain. Alors, par contre, c'est clairement quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui demande d'être précis dans ce suivi-là. Et puis, il faut faire attention également, c'est la péremption de la donnée. Ce n'est pas parce qu'on a testé quelque chose il y a 3 ans que c'est toujours d'actualité. Donc, l'idée, c'est peut-être parfois quand même de retester pour voir est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ces choses-là ont changé. Donc, il faut quand même, de temps en temps, remettre un petit peu à plat tous ces éléments-là. Du coup, donc on va vous faire une petite conclusion rapide et ensuite on passera à vos questions-réponses. Donc, pour conclure très rapidement et très simplement, en fait, la plus grande erreur, c'est de ne pas faire de tests parce que du coup, vos utilisateurs vous le rendront très bien et vous aideront à rendre votre application, vos prototypes, enfin vos outils, vos objets le plus adéquat possible et ils en rendront la meilleure version possible. Avant de passer du coup, Ouais. aux questions, je vais vous envoyer un petit Google Form à remplir si jamais voilà, vous voulez discuter d'un de nos projets avec Altix ou Userlynx ou voilà, nous poser des questions par rapport à des futurs tests utilisateurs ou autres. Voilà, vous pouvez remplir ce petit Google Form, on se fera un plaisir de vous répondre, voilà, Altix comme Userlynx. Oui, voilà, pour compléter ça, c'est vraiment entre les différents types de tests qu'on a vus, il y a vraiment la possibilité de réaliser des tests quand même pour tout budget. Alors bien sûr, vous dites j'ai 40 euros, ben non, ça, voilà, d'accord. Mais clairement, à partir de quelques centaines d'euros, on peut commencer à faire certaines choses. Alors bien sûr, après, ça peut monter à plusieurs, enfin, 10 000, 15 000 euros si on veut vraiment aller très loin. Voilà, mais il y a vraiment tout un panel de tests qui permettent de faire des choses et de tester. Alors souvent, on nous dit oui, mais ça, finalement, c'est des choses parfois qu'on savait ou pas. Alors certaines choses, oui, mais ça remet un petit peu quand même les choses au clair pour toute l'équipe.
OK, on avait pensé ça à un moment, puis en fait, ça a été un petit peu oublié, un peu mis de côté. Là, ça nous le remet sous les yeux. Donc, il faut vraiment qu'on s'en occupe maintenant, quoi. Et puis, ça va de hiérarchiser. Ça permet de trancher en interne. Et puis surtout, comme je disais, ça permet aussi de trancher au niveau du dev, quoi. Souvent, on a tendance à vouloir mettre beaucoup de choses, beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de contenu, etc. En fait, ce n'est pas forcément utile. Donc, c'est les utilisateurs qui vont nous dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ça nous fait quand même gagner du temps, quoi. Et puis, en termes de temps et de planning, ce n'est pas forcément des choses qui sont très longs à mettre en place. Puisque quand on a nos maquettes qui sont prêtes, si on a déjà commencé le recrutement et faire le protocole un peu en amont, une fois que nos maquettes sont prêtes, en quelques jours, on a fait les tests et les optimisations des maquettes, quoi. Donc voilà, donc c'est des choses à intégrer vraiment au fil de l'eau. Et puis, il faut aussi tester ces tests pour aussi optimiser et améliorer ces performances, quoi. Alors, on a une question, du coup, Xavier. C'est avez-vous des stats entre tests avec et sans incentive? Quelle perte en termes de qualité ou quantité de Alors, testeurs sans incentive? en qualité, il n'y en a pas. En fait, la difficulté, ça va être de trouver des gens qui acceptent d'accorder du temps. En fait, ça va dépendre principalement de l'attrait qu'ils ont pour la marque. Clairement, alors on n'a pas fait de test pour Apple, mais on a fait des tests avec des marques où les gens étaient très fiers de participer à donner leur avis sur une marque qui leur était quand même assez proche. Je pense à des marques comme Blédina, voilà, où c'est des marques où les utilisateurs aiment bien ces produits quand même à acheter, voilà, ces choses-là. Et donc là, l'incentive n'est pas forcément très importante. Par contre, parfois en B2B, si on veut avoir des gérants de TPE, PME, il va falloir quand même aller les intéresser. Et là, selon la cible, clairement, des tests sans modérateur, l'incentive, ça peut être 5, 7, 10 euros selon la durée du test par testeur. Et puis, clairement, quand on fait des tests d'une heure sur du B2B un peu difficile à recruter, on va peut-être monter jusqu'à 60, 80 euros. Et sur du grand public, parfois entre 20 et 40 euros, ça peut permettre de faire ça, quoi. Donc, c'est plus la difficulté de recruter des gens du panel, mais c'est pas en termes de qualité, il n'y a pas de vraie différence, quoi. Pour l'identifier la cible, je vois d'autres questions là qui défilent. Mais du coup, on a bien sûr, il y a les réseaux sociaux qu'on peut aller chercher. Il y a votre site. Si vous avez déjà un site ou une application, parfois il y a des outils comme par exemple Hotjar ou d'autres qui permettent de mettre des petites pop-up en disant on recherche des gens pour donner votre avis. Est-ce que vous êtes prêt à participer à une étude selon si c'est du 20, 30, 50 minutes, etc. Et donc des gens parfois s'inscrivent. On peut, alors nous on a aussi un panel d'utilisateurs, on a près de 40 000 foyers en France. Donc nous on va envoyer un petit questionnaire à notre panel, leur poser des questions et voir s'ils correspondent à la cible de ce qu'on recherche. Ça peut être fait aussi sur vos fichiers clients ou prospects. Du même principe, vous envoyez un mail en disant on recherche des participants pour une étude de là aussi le X temps avec à la limite une incentive. Donc là, il vaut mieux s'il y a une incentive, l'annoncer, parce que forcément, ça va intéresser un peu plus de monde, etc. On a fait par exemple Cosmeti, c'était des chèques cadeaux, enfin des bons de réduction, etc. Ou quand c'est en présentiel, on leur remet une petite boîte. Enfin, les gens étaient hyper contents, quoi. Nous, Pour les taux de... Ouais. si je peux compléter, nous, on utilise également Instagram où là, par exemple, s'il nous manque une cible particulière ou quoi que ce soit, on fait un petit peu des appels via réseaux sociaux, mais après, c'est assez rare. On préfère utiliser notre panel déjà existant. Ce qui est important dans tous les cas, c'est pas juste de chercher du testeur et de prendre ceux qui acceptent de faire le test. C'est de demander qui veut être testeur et de leur faire répondre à un questionnaire pour être sûr qu'ils correspondent à la cible. C'est ça qui est important. Et donc là, on peut utiliser Google Forms, c'est gratuit, ou d'autres outils de questionnaire. Mais du coup, on leur pose des questions pour être sûr que justement, ils correspondent aux personnes qu'on veut interroger. Et si c'est le cas, on peut soit les valider, soit éventuellement les appeler pour être bien sûr que ça corresponde et creuser un petit peu plus aussi au téléphone. Et puis voir, alors nous, on aime bien aussi utiliser le téléphone parce que ça permet aussi de voir si la personne, elle est aussi à l'aise aussi oralement pour s'exprimer, etc. Ça permet aussi parce que si on n'a que 10-12 personnes, il faut quand même des personnes qui, pas forcément très bavardes, mais au moins qui soient à l'aise pour s'exprimer.
Oui, et puis aussi des personnes qui n'ont pas triché sur les réponses au Ouais. questionnaire et qui répondent effectivement bien à la cible, quoi. Alors, le taux de lapin sur des personnes qui ne viennent pas, c'est très variable, là aussi, selon les cibles. Moi, j'ai l'impression quand même que sur les tests à distance, alors, Kali, alors je ne sais pas si c'est avec modérateur ou pas la question, mais en tout cas, avec modérateur, enfin c'est là d'ailleurs où il y a des lapins d'ailleurs, avec modérateur, j'ai l'impression déjà qu'avec Covid, depuis le Covid, on va dire, il y a beaucoup plus de gens qui sont à l'aise sur ce type d'outils. Et donc, du coup, on a beaucoup moins de difficultés à faire les installations. Et j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de lapins. Alors, je ne sais pas si c'est le télétravail qui fait que les gens sont plus disponibles aussi pour faire des études, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de lapins. Et honnêtement, on va dire sur du Kali, on va dire aller sur une dizaine de tests. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait un ou deux qu'on reprogramme. Souvent, c'est ça. C'est souvent, ah bah là, j'ai eu un retard ou quoi que ce soit et ils sont reprogrammés. C'est rare qu'on perde vraiment quelqu'un complètement. Après, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très rare. Donc, c'est souvent un ou deux qu'on reprogramme dans la foulée. Euh, Alors, pour le recrutement, bah, j'ai envie de dire que n'importe qui s'en occupe, mais il faut être neutre et bien chercher ce qu'on veut dessus. Nous, ça dépend des disponibilités, mais c'est vrai que nous en agence, c'est des personnes qui font le recrutement, mais qui ont suivi quel était vraiment le protocole. C'est des personnes du projet qui savent ce qu'est le protocole pour savoir vraiment, et qui ont suivi le kick-off, pour savoir vraiment les personnes qu'il faut aller recruter, quoi. Alors, comment décider qu'est-ce qu'il faut tester et la méthode la plus appropriée? Bah, j'ai envie de dire que ça, c'est quand même l'expérience d'avoir fait plusieurs types de tests pour savoir ce qui va être le plus pertinent. Clairement, si on veut un go, no go, alors je vais faire des raccourcis un petit peu pour essayer d'expliquer un peu mon propos, mais si on veut un go, no go, quelque chose de très simple, un test sans modérateur peut suffire. On va voir même un guérilla peut permettre tout de suite de savoir est-ce que c'est compris, est-ce que c'est pas compris, est-ce que ça intéresse ou pas, quoi. Si on veut aller un peu plus loin bah là, on a un problème sur cette étape, on veut creuser, on veut savoir aussi un petit peu qu'est-ce qu'ils attendent, etc. Là, c'est sûr qu'un test avec modérateur sera plus pertinent. Euh, Si on veut que chaque testeur fasse plusieurs devices, c'est ce que je disais, bah, le présentiel, c'est quand même plus pratique. Donc, il y a des choses comme ça qui vont permettre de déterminer un peu ces éléments-là. Sur ce qu'il faut prioriser lors d'un test, c'est clairement vous, selon les objectifs internes. Est-ce que vous dites, bah, moi, mon objectif, c'est déjà de baisser le taux de rebond? Ben on va travailler plus les landings et la perception. Et peut-être là, faire un test des 5 secondes. Qu'est-ce qu'ils retiennent, qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que ça les rassure? Est-ce qu'ils ont envie de continuer au bout de quelques secondes? Si mon objectif, c'est le taux de mise en panier, ben on va plus travailler sur le contenu de la fiche produit. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui, selon les objectifs, vont permettre de déterminer le test. C'est pour ça que je dis on ne peut pas tout tester. Et c'est à vous aussi de hiérarchiser les objectifs de ce qui est le plus important. Est-ce que vous les corrigez en premier, quoi. Euh, pour tout ce qui est, alors j'ai d'autres questions, beaucoup de questions sur le recrutement, mais c'est sûr que c'est une étape importante. Alors on me demande le délai max entre l'email de recrutement et la date de l'entretien. Alors, nous, on est souvent entre une semaine. C'est pour ça que je nous disais, globalement, on fait à peu près, en moyenne, on peut aller plus vite, mais globalement, pour être tranquille, on se laisse à peu près 2 semaines de recrutement sur une étude quali avec modérateur. C'est différent sur du sans modérateur. Où là, globalement, on va préparer le questionnaire de recrutement, envoyer, analyser les répondants, et puis ensuite valider ce qui nous intéresse par rapport au ciblage. Et là, on va leur envoyer un mail. Et là, globalement, on va être entre 3 jours et une semaine. Mais dans le mail de recrutement, on leur a demandé leur disponibilité. On leur a demandé s'ils sont disponibles tel jour, à telle heure, etc. Et ils ont répondu ça. Donc, on sait à peu près, et globalement, entre 3 jours et une semaine, s'ils ont dit qu'ils étaient disponibles, on leur envoie un premier mail pour les bloquer. Et selon l'envoi du mail, ensuite, on fait un petit rappel 24 heures avant, en général, ou quand les temps sont courts, quelques heures avant. C'est-à-dire que si le test est l'après-midi, parfois on envoie un petit SMS le matin en disant n'oubliez pas votre test à telle adresse ou avec tel outil, à telle heure, etc. Et s'il y a besoin, contactez-nous. Donc voilà, donc c'est des choses qu'on met, mais c'est sûr qu'il ne faut pas les recruter non plus trop à l'avance, parce qu'après leur agenda bouge aussi, quoi.
Si vous avez un pool de testeurs sur un projet long terme, eh ben ça dépend. On me demande s'il faut renouveler un petit peu ce panel. Ça dépend là aussi du projet. Si on est dans le cadre d'une refonte, c'est intéressant de garder certains testeurs qui vont voir un petit peu les évolutions qu'on propose et donc de dire bah ouais, là ça part dans la bonne direction par rapport à ce que j'avais vu avant, etc. Mais c'est intéressant aussi d'avoir un regard neuf de personnes qui n'auraient pas vu l'historique dessus. Alors du coup, tout dépend des modifications là aussi que vous faites, mais c'est intéressant sur un projet un peu long terme d'avoir peut-être, parfois ça peut être du 50-50, mais d'apporter un petit peu de regard neuf dessus. Et puis de toute façon, sur un panel, au bout d'un moment, alors tout dépend de la taille de votre panel, mais au bout d'un moment, il y a des personnes qui sont plus ou moins dispo à telle ou telle période, donc c'est aussi le moment de faire rentrer un regard neuf dessus, quoi. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que, et je vais peut-être terminer un petit peu là-dessus, mais que vos utilisateurs sont souvent contents, alors je pense souvent aux clients, les prospects, c'est un peu différent, mais quand même, sont contents de participer à ça. Et on nous dit souvent, ouais, mais ça va être compliqué de recruter des CSP++, parce que eux, l'incentive, ils s'en foutent. C'est vrai. Et c'est pas les CSP++ ou quand on fait des tests avec des chirurgiens ou des personnes comme ça, c'est pas les quelques euros de chèque cadeau qu'ils vont recevoir qui va changer leur vie. Par contre, il y en a certains qui aiment bien participer, découvrir de nouvelles choses, donner leur avis, etc. Et c'est ces personnes-là qui sont aussi intéressantes et qui retiennent une bonne expérience en disant bah, tiens, telle marque, bah, tiens, j'avais participé à la réalisation de son site. En B2B, ça approche aussi des personnes qui disent bah, tiens, du coup, c'est sûr que si vous faites ça, si vous faites ça, je viendrai acheter plus souvent. Et il y a une attache à la marque qui se crée un petit peu aussi dessus. Donc, en interne, en externe, je veux dire, il faut aussi communiquer en disant à vos prospects, à vos clients, ce site-là, on a interrogé des gens, il y a alors peut-être telle ou telle marque qui a participé. Là, aujourd'hui, en même temps que je vous parle, on fait des tests, c'est Dyson qui teste enfin des acheteurs Dyson qui testent un site. Et ben, ces personnes-là, ensuite, ils rentrent dans une approche de co-construction sur lequel ils sont en B2B, ils sont preneurs et on peut dire, bah, tiens, des acheteurs Dyson ont aussi participé. Enfin, voilà, il faut vraiment communiquer parce que ça a de l'importance pour les testeurs, quoi. Voilà un petit peu, on va essayer de pas trop déborder. Comme on disait, bah, n'hésitez pas à nous recontacter s'il y a besoin d'échanger sur des projets spécifiques ou pour voir bah, justement quel type de test peut correspondre, etc. Enfin, l'idée, c'est aussi juste d'échanger sur des problématiques ou des questions, des interrogations que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à nous contacter juste pour échanger. Et puis, ben, le replay sera disponible là, dans quelques jours et sera en ligne. Voilà. Merci encore. Vous avez été nombreux à participer, donc on est très contents. C'est un sujet qui plaît, et tant mieux. Donc, merci encore et on espère vous voir ou échanger avec vous très bientôt. À bientôt. Bonne journée à Merci tous. encore, bonne journée à tous. Au revoir.